90% des faillites seraient évitées si le dirigeant était accompagné psychologiquement. 100% des burn-out seraient évités s'il y avait un accompagnement psychologique du dirigeant. Le problème à la source, c'est le stress. Comment Ouais. on fait pour gérer le stress? Le stress est cause de beaucoup de maladies, pour pas dire toutes. On se trouve des excuses parce qu'effectivement, ça paraît presque normal. C'est normal, moi je suis un entrepreneur. Donc c'est normal que je sois sous pression. C'est normal que je prenne pas de vacances. C'est normal que je travaille plus que les autres. Non. C'est pas synonyme en fait. Travailler beaucoup et travailler bien, c'est pas forcément obligatoire. La différence entre un sportif de haut niveau et un champion, c'est évidemment le mental. C'est comment il va gérer son stress, comment il va gérer finalement l'image qu'il peut avoir de lui, l'estime, la confiance en lui, quels sont les objectifs qu'il se pose et toutes ces barrières qu'on appelle les peurs, à quel point effectivement il peut les gérer et les dépasser. C'est vraiment dans le dépassement, en fait, dans cette forme d'intelligence émotionnelle qu'on fait la différence entre du haut niveau et justement du très haut niveau, et que ce soit pour un sportif ou un chef d'entreprise. La peur de ne pas y arriver fait qu'à un moment donné, on révèle chez nous une somme d'opérations qui vont faire que je veux contrôler, je veux anticiper, enfin, pas prendre trop de risques, et on commence à jouer pour ne pas perdre. Alors que lorsqu'on entreprend, on doit jouer pour gagner. C'est là où c'est important en fait de changer son mindset. Parce que jouer pour ne pas perdre, ça n'a jamais fait des champions, ça n'a jamais fait des gens qui réussissent. Les gens qui ont réussi, ils jouaient pour gagner. Bonjour Yann, merci d'être là aujourd'hui. C'est Georges. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger sur tous les partenaires de croissance des entrepreneurs. Si tu peux me dire un petit peu ce que tu fais. Alors moi, je suis psychopraticien et je suis préparateur mental et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants. J'ai un parcours assez atypique, on peut le dire comme ça. Je suis un ancien dirigeant qui un jour a connu, comme beaucoup, ils se reconnaîtront peut-être, le burn-out. J'ai connu effectivement cette chute qui a fait que je me suis intéressé ensuite à la psychologie et que je me suis un jour reconverti. J'ai repris mes études et me suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale, en programmation neurolinguistique, et en préparation mentale du sportif professionnel, ce qui m'a permis, dans un premier temps, de suivre des dirigeants, puis ensuite de m'installer en cabinet libéral pendant près de 5 ans, où j'ai à peu près cumulé 7000 heures de consultation en psychothérapie. Et puis, je me suis laissé rattraper par, on va dire, mes premières amours, qui étaient justement le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Et avec mon background, on va dire que c'était assez naturel d'accompagner des dirigeants, desquels j'ai pu effectivement reconnaître des situations que moi j'ai connues. Et aujourd'hui, différemment d'un coach, par exemple, j'ai effectivement cette approche psychologique et justement de la préparation mentale. Et je compare très souvent d'ailleurs on en reparlera j'imagine, mais les dirigeants à des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels que j'ai eu l'occasion et l'honneur de suivre, parce que j'ai eu la chance d'accompagner à la fois des grands PDG, mais aussi des champions du monde dans plusieurs disciplines. Voilà, donc voilà qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Ok, merci. Aujourd'hui, effectivement, on va parler un petit peu de l'entrepreneur, Ouais. naturellement. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier par rapport à ce que tu viens de dire aujourd'hui. Réellement, je crois que une de mes motivations les plus profondes, c'est réellement ce souhait à la fois de transmettre et de partager. Comme je le disais, j'ai connu ce qu'on peut appeler un vrai burn-out, c'est-à-dire que cette étape où, même si tout va bien sur le papier, on se laisse rapidement, ensevelir sous les signes comme l'anxiété et d'autres troubles du comportement. C'est insidieux et on fonctionne comme une machine. On oublie un petit peu d'ailleurs qu'on n'est pas une machine. On essaie de compenser ce qui pourrait ne pas aller par une pseudo-réussite, puisque ce ne sont pas les gens qui ne réussissent pas qui craquent. Malheureusement, on se met sous pression et puis un jour, on craque. Et ça, je crois que Heu, ayant connu, comme beaucoup de personnes, quand on a connu des périodes, compliquées, des douleurs, des souffrances, lorsqu'on est sain d'esprit, on n'a pas envie que ça arrive aux autres. Et je crois que réellement ce qui m'a motivé, premièrement, c'était me concernant, c'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre, j'ai besoin de cette expertise pour, comprendre comment ça fonctionne, surtout pour ne plus reproduire des choses qui sont, pas forcément positives, pour pas dire négatives. Hem de pouvoir aider mon prochain, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, je suis un performeur, je suis un challenger. C'est-à-dire que, comme je le disais, ma première carrière a été effectivement l'entrepreneuriat pur. J'aime le côté challengeant du sport, justement des sportifs de haut niveau. C'est pour ça que cette comparaison était assez simple pour moi. Je suis même sportif depuis toujours, à certains niveaux, à mon niveau en tout cas. Euh, donc, je pense que ce qui vraiment m'a fait basculer à un moment donné déjà vers la psychothérapie, c'est ce besoin effectivement de comprendre et d'aider l'homme avec un grand H. Je me suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale parce que sortant effectivement
de psychanalyse qui aujourd'hui n'apportent pas vraiment de vraies solutions, en tout cas pas suffisamment proactives à mon goût. On est vraiment sur des axes de modification de schéma en thérapie cognitive et comportementale. On est vraiment dans l'appréhension des troubles du comportement, de ces barrières qui sont constituées par nos peurs et nos traumas. Et finalement, on peut vraiment changer. C'est-à-dire qu'on peut changer de comportement, on ne changera pas de personnalité, mais on changera de comportement. Et je crois que c'est ce qui m'a toujours fasciné, cette notion de neuroplastie, quelque part, cette possibilité que notre cerveau a comme force de pouvoir s'adapter, de pouvoir se réadapter par les émotions évidemment et par les pensées. Et ça, quand on parle beaucoup de mindset, mais moi, je vois ça comme de la mécanique. C'est mon point de vue, c'est ce que j'essaie vraiment de transmettre et ce que je fais transpirer à travers mes accompagnements. C'est de la mécanique. Il y a un bruit dans le moteur, on ne gêne pas la voiture, on ne dit pas que la voiture est forcément à mettre à la fourrière, on peut la réparer. Et c'est ce qui vraiment me motive, je crois, c'est cette notion de réparation et ensuite peut-être de préparation pour aller vers toute forme de performance finalement. Parce qu'on ne parle pas de performance seulement en termes de chiffre d'affaires, on peut parler effectivement de bien-être, d'équilibre, effectivement de savoir réellement où la personne doit se trouver, là où elle veut vraiment aller sans toujours, en tout cas, s'occuper de ce que les autres peuvent en penser. Et je crois que c'est un de mes plus gros challenges et le combat de beaucoup justement, puisque si on était vraiment libre de notre environnement, bah, justement, on n'aurait peut-être pas tous ces troubles anxieux. D'accord. La question que je me pose, parce que dans ton argumentation, tu as utilisé beaucoup le mot cerveau et aussi le mindset. Euh, L'entrepreneur, on dit souvent que c'est beaucoup dans la tête. À quel point Je crois que tout est dans la tête. C'est-à-dire que nos comportements sont directement liés à nos émotions, puisque si effectivement j'ai peur, je vais me comporter d'une façon qui va être, c'est très simple, le cerveau il n'a pas 36 axes, entre guillemets, lorsqu'il se met en mode survie. C'est soit il fuit, soit il combat, ou au pire des cas, malheureusement, il est sidéré. Et ce cerveau-là, il réagit de ce qu'il peut faire en tant que, je dirais, gardien de notre survie. Et nos comportements vont provoquer ensuite justement ce qui se passe autour de nous. À quel point le mental est important? Il est important puisque tout passe par le mental. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas de façon instinctive à part sur des réactions justement émotionnelles et que nos comportements sont le reflet directement de notre mindset justement. Et c'est important de comprendre puisque ce qui fait la différence quand on parle par exemple des piliers forts pour aller vers la performance, on a la stratégie, on a la technique, on a le physique et on a le mental. Et s'il manque le mental, les trois autres, on peut être préparés comme des bêtes. On voit par exemple dans le monde du sport, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment tous, on pourrait dire, le même niveau. Ils pourraient tous accéder d'ailleurs au podium. Et ce qui fait vraiment la différence, ce que j'aime dire, c'est que la différence entre un sportif de haut niveau et un champion, c'est évidemment le mental. C'est comment il va gérer son stress, comment il va gérer finalement l'image qu'il peut avoir de lui, l'estime, la confiance en lui, quels sont les objectifs qu'il se pose et toutes ces barrières qu'on appelle les peurs, à quel point effectivement il peut les gérer et les dépasser. C'est vraiment dans le dépassement, en fait, dans cette forme d'intelligence émotionnelle qu'on fait la différence entre du haut niveau et justement du très haut niveau, et que ce soit pour un sportif ou un chef d'entreprise qui est très bon. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de compétences, on ne manque pas d'intelligence. Un jour, on monte une entreprise avec le bagage qu'on peut avoir, avec notre personnalité, notre motivation et notre technicité, nos compétences. Et ce qui fait la différence, c'est celui qui va réellement gérer son mental, puisque ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. C'est-à-dire que le monde entrepreneurial, c'est ça, c'est comme d'ailleurs dans le sport ou comme dans n'importe quelle situation. On s'attend à quelque chose, on plante d'ailleurs un business model quand on monte une entreprise, on définit du chiffre d'affaires même, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe, on le sait très bien, ça c'est pour le comptable ou pour effectivement planter gérer le décor au départ. Mais on a les imprévus, il y a une période qu'on a tous connue il y a quelques années, c'était le Covid par exemple. Beaucoup d'entreprises fonctionnaient très bien avec de belles projections et le Covid est venu totalement les rétamer parce que le modèle quelque part a changé. Et je crois que justement ce qui fait la force de l'entrepreneur, en plus, je dirais de ce mental, de ce mindset, c'est cette résilience. C'est justement prendre les événements comme ils sont sans les juger, réussir à s'adapter. D'ailleurs, je crois que le plus grand des super pouvoirs d'un chef d'entreprise, d'un sportif, j'ai même du commun des mortels, cette force d'adaptabilité. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'effectivement j'ai cette lucidité pour m'adapter à la situation et non pas pour la subir, mais pour choisir le chemin qui m'amène jusqu'à mon objectif de toute façon. Tu viens de dire le mot lucidité. Ouais. Aujourd'hui, du coup, c'est vrai que l'entrepreneuriat, on sait que c'est les montagnes russes. Euh, Comment on arrive à savoir si on est lucide dans la prise de décision? Alors déjà, je dirais que le premier poison de notre performance et celui qui va effectivement aussi faire sauter notre lucidité, c'est le stress. Pourquoi? Parce que, alors, sans rentrer dans le détail
tout de suite maintenant, mais d'un point de vue chimique, lorsque notre cerveau va percevoir un danger, quel qu'il soit, d'ailleurs, il ne fait pas la différence entre un danger réel de mort ou un danger qui nous ramène à un trauma qui a fait croire un jour notre système qu'on était en danger de mort, il ne fait pas la différence. Donc, si je réveille des traumas, en fait, mon cerveau, dans mes schémas, hein, les traumas, va se remettre en alerte. C'est-à-dire qu'il va dire, hop, 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 danger, qu'est-ce qui se passe? Son premier réflexe, c'est tout de suite déverrouiller une grosse décharge de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline pour que notre corps, justement, réagisse au danger éventuel. Donc, pour fuir ou pour se battre. OK? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un vrai danger, c'est-à-dire que s'il y a un bus, par exemple, qui te fonce dessus, en une fraction de seconde à peine, hein, tu as cette décharge-là et tu as beaucoup plus de force, tu multiplies et tu pars pour éviter le danger. Le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas de vrai danger, l'autre partie du cerveau, qui s'appelle le parasympathique, qui est censé servir de pédale de frein face à effectivement cette excitation qu'on peut ressentir pour fuir un danger, ne fonctionne pas. Et c'est là où on entretient quelque part un stress. Et ce stress-là va directement, le cortisol, sa première fonction, hein, c'est d'anesthésier le cortex préfrontal de notre cerveau, sur la petite partie qu'on a là, qui est censée, elle, nous faire mémoriser, penser, réfléchir, etc., etc. Plein d'autres fonctions. Mais en tout cas, dans la perception et dans l'intelligence, on va dire, instantanée, c'est ce cortex-là qui doit fonctionner. Et le cortisol, lui, vient l'anesthésier parce que sous, gérer la peine d'un vrai danger, on est censé ne plus pouvoir réfléchir et juste fuir ou se battre. Tu comprends? Donc il y a vraiment une notion d'automatisme en mode survie. Et les premiers signes, eh bien, lorsque j'ai du stress, j'ai quoi? C'est comme le cortisol, je le dis très souvent, ça agit un petit peu comme de l'acide dans notre corps. Ça devient inflammatoire même. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se réveillent à 4 heures du matin. Ce sont des gens qui ont constamment mal au dos, ou pas qu'au dos d'ailleurs. Ce sont des gens qui ont des maux de ventre régulièrement. Ce sont des gens qui sentent de l'irritabilité. Et surtout, je dirais que le premier signe qu'un entrepreneur peut ressentir, encore une fois, je parle des entrepreneurs, hein, c'est pas pour dire le commun des mortels, mais là, on parle des entrepreneurs aujourd'hui. Cette notion de malgré que je sois intelligent, malgré que je sois compétent, je me sens souvent perdu dans un brouillard cérébral. Cette notion de brouillard elle est importante parce que c'est ce que je retrouve moi dans la plupart des témoignages que je peux avoir lorsque je commence à suivre quelqu'un, c'est je suis perdu, j'y arrive plus, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire, je fais mais ça marche pas, parce que on s'enterre dans nos schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'on répète toujours la même chose. Et c'est vrai que les premiers signes du stress, entre guillemets, alors je dis comme ça, je dis en souriant, mais c'est un sourire un petit peu jaune, hein. Le réveil à 4 heures du matin, c'est pas normal. Et on mettra des excuses là-dessus. Mais lorsque je suis stressé la journée, parce que mon système en fait perçoit que c'est pas OK, j'ai des décharges de cortisol un peu trop importantes la journée, et surtout toi à cette heure-ci par exemple, où je suis censé créer ma mélatonine pour dormir. Ce qui fait que effectivement très souvent ils sont épuisés, ils vont s'endormir assez vite. Ils me disent d'ailleurs, moi j'ai pas de problème de sommeil, je m'endors super bien. Ouais, sauf que étant donné qu'il n'y a pas eu assez de mélatonine, à partir entre le deuxième et le troisième cycle de sommeil, je me réveille et là tous mes organes se remettent en route et très souvent c'est très difficile de se rendormir. Bref, donc les premiers signes c'est ça, Georges, c'est-à-dire que globalement le point commun des dirigeants sous pression, c'est tous ces mots qui, à un moment donné, arrivent et sur lesquels on aimerait passer, parce qu'on n'a pas envie de montrer non plus qu'on est faible, on n'a pas envie de montrer qu'on est fragile. C'est pas de la fragilité. On est vraiment sur de l'inconscient, on est vraiment sur du stress qu'on subit. Ouais. Mais justement, du coup, alors je pense que ça peut parler à beaucoup d'entrepreneurs. Le réveil à 4 heures du matin, c'est souvent qu'on n'arrive pas à déconnecter ou qu'on est en train de penser. Est-ce que c'est des excuses qu'on se donne ou est-ce que tu penses vraiment que c'est physiologique, on a vraiment une peur ou quelque chose? Oui, forcément. Alors j'ai envie de dire forcément. Le stress est cause de beaucoup de maladies, pour pas dire toutes. On se trouve des excuses parce qu'effectivement, ça paraît presque normal. C'est normal, moi je suis un entrepreneur. Donc c'est normal que je sois sous pression. C'est normal que je prenne pas de vacances. C'est normal que je travaille plus que les autres. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas synonyme en fait. Travailler beaucoup et travailler bien, c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui réussissent et heureusement, qui savent gérer leur temps justement parce qu'ils gèrent leurs objectifs. Tout une question aussi de lucidité dont on parlait pour créer réellement en fait sa voie vers nos réels objectifs. Et derrière l'objectif, quand on peut caler un objectif, c'est là-dessus qu'on travaille très souvent. C'est l'objectif de résultat, évidemment, mais le pourquoi il est très important parce que si c'est encore une fois lié à ce que peuvent penser les autres, peuvent attendre les autres de nous, il y a un moment donné tous les moyens qu'on devrait mettre en place qui nécessitent quand même des efforts puisque jusqu'à maintenant je ne les ai pas fait ces efforts-là puisque je ne suis pas arrivé au résultat que j'escompte. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné je vais devoir me mobiliser plus. Si j'ai pas un réel leitmotiv, une vraie motivation intrinsèque, émotionnelle, je ne peux pas tenir dans le temps. Et je crois que, justement, moi je parle souvent de performance durable, parce qu'on peut être performant là, maintenant, en one shot, ouais ok, jusqu'à ce qu'on ait besoin d'être résilient, et malheureusement on n'arrive plus à repartir. Et c'est très souvent là où on peut s'écraser, et ce stress qu'on subit
parce qu'on visualise tous les jours finalement et on ressent tous les jours qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Ce stress-là, en fait, il est hyper insidieux. Ce stress-là, comme je te le disais, on a un cycle circadien qui représente effectivement notre rythme la journée et la nuit. Il est totalement lié. Et malheureusement, il y a un cercle vicieux qui peut s'installer. C'est-à-dire que si je suis trop stressé la journée, parce que j'ai mon mental qui tourne mal, parce que j'ai des pensées négatives, parce que dans mes relations, je me sens pas à l'aise, parce que avec mes salariés, je me sens pas à l'aise, parce que mon résultat me convient pas, parce que toutes mes peurs s'invitent et me ramènent très souvent aussi à mon manque de confiance en moi et d'amour propre, parce que je dépends finalement du regard des autres. C'est encore un sujet, mais malheureusement, c'est très souvent aussi. On a beau avoir une belle stature, beaucoup de personnes, et je le vois beaucoup. Alors, je ne vais pas stigmatiser entre les femmes et les hommes, mais très souvent, moi, c'est juste pour montrer un petit peu ce décalage qu'il peut y avoir. Moi, je connais dans mes clientes des femmes, des PDG, qui ont des dizaines, peut-être des centaines de salariés, qui font des millions de chiffres d'affaires, et qui rentrent à la maison, et je m'excuse du terme, mais qui se retrouvent comme des serpillères, qui ont du mal à se faire respecter et à exister clairement. Elles trouvent quelque part leurs ressources, leur potentiel dans ce qu'elles sont vraiment, mais dans leur comportement, elles sont dépendantes affectives, par exemple, et ont du mal à s'imposer. Et ça se retrouve, ça se répercute aussi dans la gestion des salariés, évidemment, où j'ai du mal à dire à mes cadres de faire réellement ce que je voudrais, ce que j'attends d'eux, de peur qu'ils me rejettent, puisque c'est une vieille souffrance que je peux avoir dans mes traumas, dû à mon enfance, par exemple. Donc, je compense. Et c'est là où on retrouve des chefs d'entreprise qui ont du mal à déléguer, qui ont du mal à partir en vacances, voire qui culpabilisent de partir en vacances. Des gens qui culpabilisent, en fait, d'avoir des revenus plus importants, finalement, que leurs salariés. Enfin, il y a toute cette culpabilité qui amène justement à ce stress latent, qui traîne, en fait, tout au long de nos journées et qui fait que la nuit, qui est un petit peu le miroir, justement, de nos journées, eh bien, notre système, il a besoin de digérer. Notre cerveau, il a besoin effectivement de digérer ce qui se passe. Et si effectivement il est perturbé, au moment où je vais plus avoir assez de mélatonine, justement pour rester dans un sommeil plus ou moins profond, je vais me réveiller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le cerveau qui commence à mouliner. Et on connaît tout ça. Moi, le premier, j'ai connu, hein, et ça m'arrive peut-être encore parfois, de ah ouais, j'ai pas pensé à ci, à ça. Et c'est là où tout ce travail qui est à faire, justement, sur soi, il n'est pas sur comment mieux dormir. Il est comment mieux gérer, en fait, mes journées. Mais justement, du coup, je me dis, aujourd'hui, du coup, le stress fait qu'on a un manque de lucidité, qu'on fait des mauvais choix. Du coup, si on cherche le problème à la source, c'est le stress. Ouais. Comment on fait pour gérer le stress? Alors, je te reprends juste, je m'excuse sur le mauvais choix. On fait ce qu'on peut. C'est là où c'est important lorsque on est dans des situations qui sont pas ce qu'on aurait voulu. On n'est pas tout à fait responsable en fait de nos schémas justement automatiques, de nos schémas répétitifs, puisque c'est ancré depuis tellement longtemps. Et ça vient surtout calfeutrer et compenser des souffrances qu'on a vécues. Donc c'est là où moi je commence toujours d'ailleurs par faire déculpabiliser. Par contre, je responsabilise ensuite. C'est-à-dire que, ouais, ok, c'est pas de ta faute, tu as fait ce que tu as pu, et ces mauvais choix, ces mauvaises décisions que tu as prises, c'est là où c'est difficile de dire mauvais parce que finalement on a fait ce qu'on a pu. Oui, on pourrait faire autrement. Ouais. Si je te demande maintenant effectivement de faire l'entretien en chinois, bon, je suis pas capable, hein, mais bah, on n'a pas appris. Bah oui, donc on sait pas faire. Et c'est vrai qu'il y a vraiment on parle de cognitif et comportemental, il y a vraiment une notion d'apprentissage. En fait, c'est comment apprendre à me défaire de mes schémas pour justement enrayer ce stress. Il y a plein de techniques, mais je crois qu'il y a une phrase qui est très importante que je dis très souvent, on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. C'est-à-dire que je ne peux pas espérer avoir un résultat différent si je ne veux pas changer. Et très souvent, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. C'est-à-dire que mon mental, lui, encore une fois, le cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous garder en vie. Donc tout ce qui est changement, différentes actions, etc., il va freiner. Il va demander à notre mental de protéger notre ego. Pas dans le sens caricatural de l'arrogance, hein. L'ego, celui qui protège notre identité, notre pilier psychique. Donc il va vouloir nous protéger. Donc il projette des actions dans le futur qui vont bien sûr se réaliser, hein, parce qu'on est persuadé que ça va arriver, on projette, mais personne en fait ne peut projeter et prévoir ce qui va se passer. Donc en fait, on projette dans le futur des choses négatives pour nous empêcher d'y aller, ces choses négatives qui nous sont déjà arrivées finalement dans le passé, et on tourne entre le passé et le futur. Et finalement, on n'est pas dans le présent. Et pourtant, c'est là maintenant qu'on a réellement le contrôle. Dans cette notion d'acceptation, de lâcher prise, de résilience, c'est maintenant. Là, si tu veux mener une action maintenant, tu peux. Si tu voulais l'amener il y a une minute, c'est trop tard. Et dans une minute, on ne sait pas si c'est possible. Mais notre cerveau, il fabrique effectivement ces blocages pour ne pas justement re-souffrir. Mais on a un système réellement post-traumatique, parce qu'il y a toujours, en fait, c'est une grande, c'est pas un secret, mais c'est une belle vérité. Il n'y a pas de stress sans trauma. Il n'y a pas de stress sans trauma. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est quand je suis stressé, ça réveille chez moi
ça révèle, même chez moi, quelque chose qui est bien enterré souvent. D'ailleurs, parfois, on n'a même pas conscience. Et c'est important de se dire, en fait, si je suis stressé, c'est que j'ai peur de quelque chose. Ça, c'est un tip que je donne à notre auditoire aujourd'hui. Si je suis stressé, c'est que ça éveille quelque chose chez moi qui me fait du mal. Des peurs. Il y a toujours une peur derrière un comportement, entre guillemets, négatif. Donc, ça veut dire qu'une question simple à se poser, c'est de quoi j'ai peur. J'accepte, ok, je ne peux pas faire autrement, mais de quoi j'ai peur. Donc, en fait, tout ce stress, comment on le gère? On le gère premièrement par une prise de conscience, par une acceptation de ce qui est, et par cette prise de responsabilité de dire aujourd'hui, ok, j'ai pas pu faire autrement jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je fais comment? Comment je vais faire différemment? Oui, j'ai des peurs, eh bien, il faut que je me fasse accompagner et je traite mes peurs. Mais on ne peut pas rester toute notre vie à subir comme un spectateur en fait notre vie. On est réellement acteur. Et la seule chose qui nous freine, c'est justement nos croyances limitantes, comme quoi on n'est pas capable, comme quoi c'est pas possible, etc., etc. Et comment tu interviens du coup? Parce que c'est vrai que on a souvent le syndrome de l'imposteur. On se dit, Ouais. on est entrepreneur, on lance une boîte, et en fait on se rend compte que est-ce qu'on est vraiment légitime de pouvoir le faire, même si on crée de la valeur, hein. On crée de la valeur, mais on n'a pas conscience de notre valeur. C'est-à-dire que très souvent, encore une fois, je vois des gens qui réussissent, on peut appeler ça réussir parce qu'ils ont créé une boîte à partir de zéro et puis ils se retrouvent avec des dizaines de salariés et faire des millions de chiffres d'affaires. C'est une forme de réussite parce que tout le monde n'est pas capable de ça. Mais même ces gens-là, en fait, ne pourraient pas dire en fait qu'ils sont exceptionnels. Alors le but du jeu, c'est pas effectivement d'être en surestime, d'avoir un melon comme ça, pas du tout. C'est au moins de réaliser en fait que ce qu'ils font sont au moins des choses que tout le monde ne peut pas faire, c'est une chose, mais que eux-mêmes ont dû créer par eux-mêmes, construire, maintenir, développer. Et là, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je veux dire, le métier, c'est entrepreneur. C'est-à-dire que quand on a une boîte, c'est mon métier, c'est entrepreneur. Tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. C'est une vraie graine. Moi, je dis souvent, c'est une forme d'ADN un peu particulier, l'entrepreneur. Celui qui peut passer pour un fou, d'ailleurs, auprès de son entourage, surtout quand on est dans un entourage entouré, et l'entourage est très important, je sais pas, de gens qui travaillent comme salariés ou même fonctionnaires, qui ont du mal à comprendre que quelqu'un va des fois travailler 7 jours sur 7, voire parfois très tard le soir, le week-end, va prendre moins de vacances, n'est pas sûr de pouvoir se payer, surtout au début, va investir tout son argent, va des fois sacrifier sa famille. C'est ça l'entrepreneur au départ. Je connais personne en fait qui a réussi sans à un moment donné faire cet effort de faire différemment des autres. Et cet investissement-là, il est tellement énorme. Et en face, on a des personnes qui ne reconnaissent pas leur propre valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont souvent battus contre justement cette étiquette qu'on leur avait collée, qui n'était pas capable, qui n'était pas aimable. Ce sont des gens qui ont été rejetés, en tout cas qui se sont sentis. On parle de ressentis émotionnels, hein, qui se sont ressentis rejetés, abandonnés, trahis, petit secret encore une fois, avant l'âge de 8 ans, l'âge de raison. Et un enfant, en fait, il prend tout comme argent comptant. C'est-à-dire que si c'est proche, sa famille proche, ses pourvoyeurs de soins, je les appelle comme ça pour parler des parents, qui maladroitement lui fait ressentir des choses qui ne sont pas forcément valorisantes pour la construction de son estime, de son amour, de lui-même. En fait, très rapidement, on construit des schémas pour compenser. On va chercher chez les autres en fait ce qu'on n'est pas capable de se donner. Et on grandit avec ça. Et dans nos relations, quand on est ado ou dans nos premiers couples, dans notre travail, en fait, on va toujours vouloir appartenir et faire plaisir aux autres, ou en tout cas éviter d'être rejeté. Et ça crée ce qu'on appelle une distorsion, c'est-à-dire que c'est pas vraiment moi, c'est la version de moi que je dois proposer pour ne pas ressouffrir. Cette distorsion l'amène directement à de l'anxiété. Et cette anxiété, elle se traduit par des états dépressifs, par des troubles de la conduite alimentaire, par des TOC, par des phobies, par des addictions, peu importe. Tous ces troubles du comportement qui ne sont que des troubles du comportement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des maladies. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la pathologie, on n'est pas sur de la psychiatrie. Là, on est sur des troubles du comportement. Un TOC, ça se règle. Une phobie, ça se règle. Une addiction, ça se règle. Moi, c'est mon quotidien. Et les chefs d'entreprise, même en réussite, on les voit avec parfois une belle posture de dirigeant. À l'intérieur, il n'empêche que ce sont des gens qui peuvent être traumatisés, qui souffrent justement, par exemple, du syndrome de l'imposteur, des gens qui souffrent d'alcoolisme ou de certaines addictions autres, des gens qui souffrent de TOC. Bref, on ne le voit pas forcément, mais on ne peut pas mentir longtemps. Du coup, à ce sujet-là, tu as parlé du trauma. Et donne-nous un petit peu un exemple d'une première séance avec un dirigeant. Parce que du coup, si j'ai bien compris, tu vas faire en sorte de travailler le trauma, si c'est vraiment la source. Oui, bien Comment sûr. ça se passe? En fait, comme je disais, c'est de la mécanique. Donc au départ, prise de conscience, c'est quelle pièce de cette mécanique qui aujourd'hui dysfonctionne. On n'a pas toujours conscience, c'est-à-dire que quand tu amènes ta voiture au garage, tu n'es pas mécanicien, tu ne sais pas, il y a juste un bruit et quand j'accélère, ça marche pas fort. Ok? Donc à partir de là, c'est quoi? Je sais qu'il y a une panne et on pourrait appeler ça cette étape de contemplation
qu'on ressent effectivement quand quelque chose ne va pas dans ma vie, mais que je n'ai pas encore fait de quoi, ou en sorte en tout cas, de passer à l'action pour le changer. Là, j'arrive au garage. Donc, en gros, j'arrive par exemple avec moi, le psy spécialisé en préparation mentale des dirigeants. Je sais que ça va pas parce que je me sens, entre guillemets, emprisonné, je me sens mal. On le disait tout à l'heure, il y a quelques symptômes qui montrent que bah, c'est pas OK. Et j'en vois beaucoup des dirigeants qui arrivent chez moi et qui sont réellement une forme de réussite matérielle et en pleurant qui me disent j'ai tout pour être heureux, je comprends pas. Je gagne de l'argent, j'ai une famille, j'ai des potes, je suis en forme. Enfin, je suis en forme. Je vois bien que je suis pas en forme. Ça va pas. Mon premier job, c'est le diagnostic finalement. Ce qu'on appelle l'anamnèse en psychologie. Ça va être de découvrir en fait dans le parcours et puis de faire prendre conscience qu'il y a des dysfonctionnements, puisque très souvent ça reste inconscient. Hein. C'est-à-dire que je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. Comme quand j'aime ma voiture, j'accélère, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ben, le mécanicien ouvre le capot. C'est ce que je fais. J'ouvre le capot et effectivement, on va aller voyager jusque dans des vieux souvenirs. Alors l'idée c'est pas justement de faire de la psychanalyse, c'est-à-dire que j'en fais forcément un petit peu, mais c'est pas l'objet, c'est pas mon approche en tout cas, et c'est pas le but. Moi je pars du principe que tout ce qu'on a vécu, y compris des choses qui ont été très douloureuses, aujourd'hui sont des leviers de performance mentale. Ça active chez nous des ressources que d'autres n'auraient pas, par exemple parce qu'ils n'ont pas connu cette forme d'échec, cette forme de souffrance qu'on a pu connaître, et c'est vraiment des leviers de performance mentale. C'est-à-dire que moi, j'insiste sur cette notion, par rapport à la résilience, au stoïcisme dont je parle souvent, tu le sais, cette notion de ce qui m'est arrivé, autant que ça me soit arrivé pour quelque chose. Oui, peut-être que j'étais maltraité, oui, peut-être que j'étais plutôt abandonné, peut-être que... Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi, ça. Et très souvent, ce syndrome de l'imposteur, il est resté collé à la version précédente qu'aujourd'hui je dois lâcher pour enfin laisser place à la version qui me définit vraiment. Par exemple, un entrepreneur qui, je m'excuse du terme, a des couilles d'entreprendre. Quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui est capable d'entraîner avec lui d'autres personnes, que ce soit des salariés, des clients, des fournisseurs. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, ça. Et c'est vrai que c'est juste pour que les gens se rendent juste compte. C'est pas une question de se dire je suis exceptionnel, je suis meilleur que les autres, pas du tout. C'est au moins de se dire putain, je peux être fier de ce que je fais parce que tout le monde ne peut pas le faire, ça c'est évident, mais moi je le fais. Et quel que soit ce qu'en pensent les autres, moi je le fais. Et je le fais au moins parce que justement, ça vient, et je l'espère en tout cas, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, servir une cause importante, c'est-à-dire ce que j'aime vraiment pour moi, ce que je veux vraiment pour moi. On a tous en fait notre échelle de valeurs et nos principes. Hein. Donc c'est au moins que ça corresponde à ça et pas forcément à ce qu'on attend de nous, comme on le faisait déjà quand on était gamin et comme dans, dans ce piège dans lequel on s'est posé à attendre que les autres nous valident. Le piège, il est là. Et c'est vrai que directement en face de ce syndrome de l'imposteur, je suis pas sûr en fait de répondre aux attentes des autres. Mais à quel moment on nous a demandé de répondre aux attentes des autres? À quel moment est-ce qu'on doit dépendre de ce que les autres voudraient de nous? Les autres ne veulent rien de plus que ce qu'ils veulent pour eux. Et c'est vrai que c'est un enseignement aussi de faire les choses pour soi et pas contre les autres. Quand je fais quelque chose pour moi, c'est pas contre les autres. Et cette notion, elle est importante quand je dois me détacher de cette dépendance affective, par exemple, de cette valorisation que je veux recevoir des autres, de l'amour des autres. C'est aussi juste se mettre en face d'eux. Quand je fais quelque chose pour moi, ce n'est pas contre les autres. Ça enlève de la culpabilité. Et puis, il y a une notion de pas non plus devenir narcissique ou égocentrique. C'est pas je pense à moi toujours et puis basta. Non, 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 non. Je pense à moi aussi. Quoi que je fasse, je pense à moi aussi. Et que ce soit avec des salariés, encore une fois, que j'ai besoin d'animer, mais que je paye effectivement pour qu'ils me rendent un service qui s'appelle le travail. Il y a des contrats, il y a une notion de rentabilité, une notion de performance très certainement aussi. Il y a un moment donné, effectivement, dans notre management, on doit arriver à avoir une posture suffisamment claire pour qu'on sache nous suivre et non pas qu'on fasse la serpillière derrière. Justement, justement, je suis en train de penser du coup à des moments un peu compliqués dans la vie d'un entrepreneur et on a souvent l'image du coup du brouillard ou de l'orage. Hein. Ouais. Euh, comme, comment on fait pour prendre des bonnes décisions en fait? Parce que euh, aujourd'hui, tu disais que l'entourage est pas forcément dans les mêmes cas, les mêmes conditions que l'entrepreneur. Et du coup, est-ce que ce sont les bonnes personnes pour donner des conseils en fait? Alors, pas toujours. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent bien nous entourer sont des personnes qui vont nous respecter, sont des personnes qui vont nous élever, sont des personnes qui vont nous permettre d'être meilleurs, des personnes qui vont nous inspirer aussi, des personnes qui vont nous accepter, des personnes finalement qui vont nous porter
dans notre vie, dans nos projets. Et c'est vrai qu'en évoluant, l'entourage qu'on a à 20 ans lorsqu'on est encore étudiant et l'entourage qu'on a à 40 ans lorsqu'on est PDG d'une boîte, on a du mal effectivement à le conserver. On n'évolue pas de la même façon, on n'a pas tous le même regard sur le monde. Alors je dirais qu'une des conditions la plus importante pour se détacher justement du fait de faire attention à son environnement, c'est de s'en détacher. C'est comment je me détache finalement des autres, mais on a besoin d'être bien entouré. C'est-à-dire qu'on peut avoir, effectivement, on va chercher ça ailleurs. On peut avoir un entourage qui n'est, entre guillemets, et il n'y a rien de péjoratif et de méchant, qui n'est pas capable de nous comprendre. Mais cet entourage, on a le droit de l'aimer quand même, puis ils ont le droit de nous aimer quand même. Mais à côté de ça, où est-ce que je vais chercher, moi, l'appui? Où est-ce que je vais chercher la lumière? Où est-ce que je vais chercher l'expertise? Où est-ce que, enfin, globalement, quand aujourd'hui, tu as besoin, je sais pas, de monter une boîte, tu prends un comptable. Même si ta femme, elle sait compter, c'est pas elle qui va faire tes comptes et qui va remplir les dossiers comptables justement et fiscaux. Bah non, 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 tu prends un comptable. C'est-à-dire que faire la part des choses, un entrepreneur, effectivement, la différence avec un salarié, par exemple, c'est que l'entrepreneur, c'est toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'horaire, on peut le dire 7 jours sur 7, la boîte, effectivement, on a ce souci-là, par nos actions, effectivement, on se nourrit, donc on dépend de personne pour le coup. Mais c'est justement là, on se dit, attends, j'ai choisi d'être indépendant, à quel moment est-ce que je vais rester dépendant, en fait, d'un environnement? C'est moi qui navigue, c'est moi qui choisis. Je choisis mon activité, je choisis mes salariés, je choisis mes clients, finalement, je choisis. Mais si je reste dépendant, en fait, des autres, ça n'a pas de sens. J'ai voulu être indépendant, mais je reste dépendant. Ben non, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est de bien s'entourer, effectivement. Et comme je disais, le comptable, l'avocat, s'il y en a besoin. Encore une fois, ma voiture, elle est en panne, je n'amène pas chez le dentiste. D'où l'importance, évidemment, ça paraît ridicule, mais pourquoi je demanderais à un ami qui, lui, fait autre chose, par exemple, ce qu'il pense de mon activité? Il aura son point de vue. Alors j'ai le droit de l'écouter, je vais lui demander d'ailleurs. Mais de là, effectivement, à appliquer ce que lui pense, il faut se rappeler que les autres, lorsqu'ils n'ont pas connu une situation, ils sont comme tout le monde, leur cerveau fabrique aussi des peurs. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est euh, j'ai peur, entre guillemets, il ne le dit pas, mais donc ne le fais pas, c'est dangereux. Ils nous projettent leur peur. Et si je suis influençable, ben effectivement, il va me faire peur. Donc c'est là où c'est important d'être sûr de ce qu'on fait et de définir justement des vrais objectifs, de construire son estime, sa confiance en soi, et puis rester concentré, focus sur ce que je veux vraiment pour moi. J'irai envers et contre tout. Je dois tenter en fait ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon, c'est pas la réussite, c'est le chemin que je prends pour y aller. Donc, ouais, c'est important. L'entourage, c'est très important. Et s'entourer d'experts. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, enfin pareil, je te disais qu'on parlerait des sportifs. Je connais pas un sportif de haut niveau qui n'a pas un préparateur physique et mental. Clairement. Alors notre culture, c'est vrai ici, on a un peu de mal avec ça. L'entrepreneur, il attend malheureusement trop souvent d'être dans des zones rouges pour se faire aider, surtout sur le plan psychologique. On confond d'ailleurs très souvent la psychologie avec la psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie, effectivement, c'est maladif. C'est-à-dire qu'on est sur des pathologies, on est sur les troubles de la personnalité. En psychologie, on travaille la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sportifs professionnels ont un préparateur mental. Les plus grands chefs d'entreprise ont un préparateur mental, un psy avec eux. Je ne parle pas de coaching, hein, parce que le coaching, effectivement, qui va amener de nouvelles techniques, de nouvelles approches, etc. Oui, c'est bien. On n'est pas sur de la psychologie, c'est un petit peu différent. Donc l'idée, c'est juste de se remettre en question, est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que je me suis donné les moyens d'arriver vraiment là où je veux aller? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut devenir champion du monde, il n'a pas le même entraîneur que quand il était champion départemental. C'est pas vrai. Heureusement, malheureusement, peu importe, on a tous un niveau à un moment donné. Et quand nous, notre niveau, il s'élève, on doit aussi faire s'élever notre entourage. C'est-à-dire que ce que je chaussais mes super chaussures à l'âge de 10 ans et celles d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Sinon, j'aurais mal aux pieds, j'arriverais pas à avancer. C'est-à-dire qu'on on doit penser à cette évolution à un moment donné et bien s'entourer, justement. Je rebondis totalement sur ce que tu viens de dire. On dit souvent qu'un entrepreneur doit être bien entouré. À quel moment tu penses qu'il doit changer son effectif, entre guillemets, son entourage? Son entourage, quand ça ne lui convient plus, quand ça ne lui permet plus d'aller là où il veut vraiment aller. Donc ça sous-entend qu'il faut se détacher et prendre conscience que ça ne me convient pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc je le ressens, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux premiers symptômes. Hein. Je sens le brûlure cérébrale, tous ces symptômes, en fait, qui sont physiques à un moment donné, ou physiologiques, mais qui veulent juste nous dire, c'est une alerte qui nous dit, le mental nous dit en tout cas, c'est pas bon, hein, c'est pas OK, hein, là on n'est pas bien là. Donc à partir de là, peut-être qu'on fasse autrement. Les peurs nous freinent, mais la réalité c'est que le bon moment,
c'est celui où je ne suis pas encore à être dans une forme de mal-être, à être dans une forme de malaisance quelque part par rapport à ma situation. À quel moment est-ce que je ne suis plus à l'aise? À quel moment est-ce qu'on définit qu'on est heureux et qu'on s'épanouit? On n'est que dans des sensations, des émotions. Est-ce que le matin, je vais au travail avec le sourire, malgré tout? On me dit, on ne peut pas avoir le sourire tous les jours. Oui, c'est vrai. Parfois, oui, quoique ça se travaille. Il y a plein de tips que je donne très souvent, tu le sais, ça se travaille. C'est-à-dire que le mindset se travaille, évidemment. Mais on ne peut pas être que dans l'affirmation positive non plus, avec les méthodes Coué. Non, non, il y a des actes, il y a des vrais changements à opérer. Quand ça va pas, ça va pas. Et encore une fois, tu peux pas espérer avoir un autre gâteau si tu utilises toujours la même recette. Donc, on a besoin de changer les choses. Et je te dirais que quand je parlais tout à l'heure de force d'adaptabilité, de s'adapter finalement à chaque situation, peut-être que tous les jours, j'ai quelque chose à faire différemment pour aller vraiment là où je veux aller. Peut-être, peu importe, mais le changement fait peur. Et c'est là où le changement fait peur parce que nos schémas nous font dire que c'est dangereux. Mais toi qui me connais un petit peu, moi tu me parles de changement, ça m'excite. Parce que j'ai appris qu'effectivement j'étais non seulement capable de gérer le changement, mais qu'en plus de ça, que derrière les choses qui sont inconnues se cache très souvent le merveilleux. Je rebondis là-dessus. Tu as utilisé le terme, la peur. Ouais. C'est vrai que on a l'impression des fois que faire le bon choix, ça fait peur. Bah, surtout qu'on ne sait pas s'il est bon. D'autant plus, d'autant plus. Ouais. Comment on fait? Gérer ses peurs. Gérer ses peurs. Alors, la peur, premièrement, je dirais, il faut l'accepter. J'ai peur de quelque chose. On le ressent quand on a peur. Hein. Et il y a un truc très intéressant, c'est que la peur et la joie sont deux émotions qui paraissent un petit peu opposées, ont le même chemin, ou le même cheminement en tout cas, à partir de notre cerveau. Il faut le comprendre, c'est-à-dire que quand j'ai peur, j'ai de l'adrénaline, je me sens, mon cœur bat plus vite, je me sens tendu, etc. Quand je suis joyeux aussi. Et il y a un petit tips que je donne là tout de suite maintenant, c'est très intéressant. Dans ces moments-là, quand j'ai peur, je ferme mes yeux et je me demande pourquoi je me sens excité. Tu essaieras la prochaine fois que tu seras un petit peu tendu, ferme les yeux, pourquoi je me sens excité. Rien que le fait de le dire, oui, ça fait sourire. C'est le même chemin, c'est qu'on a la même réaction entre guillemets physique. Donc c'est se dire, ok, pourquoi dans telle situation je devrais avoir peur et pourquoi je ne serais pas excité? Ce que je disais par rapport à cette notion de changement. Ça se travaille encore une fois. Mais nos peurs, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, elles sont liées à des pensées qui sont automatiques et parfois même totalement inconscientes. Elles arrivent à nous tabasser et on peut changer nos pensées. On a le choix, c'est-à-dire que devant une situation, j'ai le choix de penser c'est bien ou c'est pas bien. D'accord? C'est mon jugement. L'émotion, une fois qu'elle est là, je ne peux pas la changer. C'est-à-dire, si je pense que c'est bien, je vais avoir du plaisir, donc de la joie. Si je pense que c'est pas bien, je risque d'avoir des peurs. Donc ça, c'est là. Après, ça se manage, oui. Mais je dirais que c'est plus une des pierres angulaires du changement qui est la philosophie, finalement. C'est arriver à s'inculquer à soi-même euh, une forme de philosophie, c'est-à-dire comment je veux voir la vie, ce que je veux vraiment, ce que je ne veux plus surtout, pour commencer par là, et arriver à se construire un mindset. On parle du mindset. Et là, on ne peut pas parler que de coaching en mindset. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus loin. Parce que si j'ai des traumas, encore une fois, quelqu'un qui est arachnophobe, oui, il te le dira. Oui, c'est vrai que c'est ridicule, une petite araignée, je mets le doigt dessus, elle est morte. Ouais. Dans la seconde qui suit, tu lui présentes une araignée devant lui à moins d'un mètre, il part en courant. C'est une phobie, ouais. C'est-à-dire qu'on a des réflexes, on a des stimuli, on a des réflexes effectivement cognitifs pour nous protéger, encore une fois, puisque l'araignée a été associée à un jour, à une émotion qui nous a fait penser qu'on allait mourir ou que quelqu'un allait mourir. Donc forcément, il y a des stimuli. Et ces stimuli-là, en fait, non seulement il faut régler ces traumas-là, puis ensuite il faut travailler sur les nouveaux schémas, il faut arriver à, on appelle ça des expositions progressives, à s'exposer graduellement à ce qui peut nous faire peur. Donc en fait, c'est essayer, c'est là où je veux en venir. Face à des situations qui nous font peur, j'essaie de la décortiquer et de faire ce qui est possible. Et pas à pas, petit à petit, le cerveau fonctionne avec des preuves, avec un système de preuves et surtout émotionnel. J'ai peur d'aller au supermarché parce qu'il y a trop de monde. Eh bien, un jour, je vais jusqu'au parking. Puis je rentre chez moi en me disant, bah, ça va finalement. Puis la fois suivante, je vais aller jusqu'à l'entrée. Puis je rentre chez moi, puis bah, ça va là aussi. Et puis la fois suivante, je vais aller dans le magasin, puis je vais ressortir. Ça va aussi. Puis un jour, je vais rentrer un peu plus, et puis etc. etc. Ce qu'on appelle les expositions progressives. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on arrive à déstructurer des schémas limitants pour arriver à avoir des pensées aidantes. C'est-à-dire que finalement, je peux trouver du plaisir à aller au magasin au fur et à mesure. Tu vois, donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à regarder la peur en face, l'accepter. Par exemple, je prends un exemple que j'ai pris il n'y a pas très longtemps qui parlait assez. J'ai peur de rentrer dans une pièce où il fait noir. Pourquoi? C'est pas la couleur noire.
C'est que mon cerveau est en train d'imaginer que peut-être il y a quelqu'un dans la pièce qui pourrait m'agresser. Mais je vais l'accepter, ça. Plutôt que d'aller contre ça, me mettre en panique et à me forcer à aller dans quelque chose qui, pour moi, pourrait être dangereux. Je vais l'accepter. Et là, je vais commencer à me dire, OK, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un. S'il y avait quelqu'un, on ne sait jamais. Comment je peux faire? Parce que je veux quand même aller au fond de moi dans cette pièce ou traverser cette pièce. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui peut m'agresser, je ne sais pas, moi, je vais prendre une batte de baseball et puis une bombe lacrymo et puis une lampe torche. Et puis, je vais y aller progressivement et un jour pouvoir me prouver que finalement, il n'y avait personne, que c'était que une machination quelque part de mon esprit pour me protéger, oui, mais malheureusement qui m'a empêché de faire ce que je voulais vraiment. Et je répète, parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. Je répète, puis un jour, on se dit, ouais, c'est bon, maintenant, tranquille, on peut y aller quand on veut. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la procrastination. Oui. Parce que du coup, très souvent, beaucoup, on a des to-do list et on voit qui s'empile, qui s'empile, qui s'empile. Et des fois, le petit caillou dans la chaussure, ça devient une montagne. Et en fait, on se rend compte que si on l'avait traité plus tôt, c'était pas si énorme que ça. Est-ce que tu as des astuces par rapport à ça? Comment on peut voir les choses, du coup? Oui. Alors, il y a une astuce. Alors, la procrastination, déjà, c'est pas de la fainéantise. Ça, je le répète très souvent, c'est important. C'est pas parce que je suis un feignant. C'est je procrastine parce que l'objectif qui se cache derrière, finalement, les tâches que j'ai réalisées que je ne réalise pas, pour moi, effectivement, tu parlais de petits cailloux ou de montagne, représente effectivement quelque chose d'important à la fois, mais dans lequel je peux me louper. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire parce que le résultat, soit il ne me convient pas, soit il me fait peur, encore une fois. Donc à partir de là, effectivement, j'ai ma liste qui s'allonge et puis je fais quand même, mais au dernier moment, et je ne fais pas forcément bien. Justement, je n'ai pas toute ma lucidité. Je ne fais pas preuve de compétence totalement parce que je le fais parce qu'il faut le faire. J'ai oublié qu'en fait, je pouvais le faire autrement. Et si moi j'ai une astuce, en fait, les 2 premières heures de notre journée, quand on se réveille, notre cerveau il est super frais dispo. Sur ce plan cognitif, on est hyper open, on n'est pas encore parasité par les événements de la journée, on n'est pas parasité par le stress, etc. On est hyper dispo, on peut faire beaucoup de choses le matin. Alors même ceux qui disent « ouais, moi je suis pas du matin », si, on est dispo, on est tous pareils, le cerveau il fonctionne de la même façon. L'idée, c'est une technique qui s'appelle « Eat the Frogs », alors je ne l'invente pas, manger la grenouille. C'est de passer les choses très importantes en premier. Alors, il y a plusieurs raisons à ça et plusieurs conséquences surtout. Non seulement je suis plus assertif, donc je vais arriver à mieux le faire, je suis plus dispo. Et puis ensuite, d'avoir fait la chose la plus importante, quelque part pour moi, dès le début de la journée, fait que tout ce qui se passera dans la journée, finalement, que j'aurai à faire, sera plus facile. En plus de la satisfaction d'avoir enfin fait quelque chose qui me paraissait difficile. Donc là, on nourrit aussi notre ego, pour le coup, notre estime et notre confiance en nous, dans notre capacité à faire des choses qui nous paraissaient difficiles. C'est une forme d'exposition progressive aussi, finalement. Je le fais autrement. Ok. Ouais. Ok. Je reviens du coup sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu parlais des sportifs de niveau et de préparateur mental. Et c'est vrai, très souvent, quand on pense au préparateur mental, on se dit qu'on veut potentiellement exploser un petit peu le score. Voilà. Ouais. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui peut se passer si on n'en a pas? Alors, si on parle du sport, par exemple, je ne connais pas un sportif qui fera pas de préparateur mental dans ce qui passe professionnel, par exemple. D'accord? Ce qui se passerait, tiens, si un sportif n'est pas de préparateur mental. Est-ce qu'on s'imagine une seconde un boxeur sans sparring partner? Est-ce qu'on s'imagine une seconde un golfeur professionnel sur l'European Tour ou peu importe, sans caddie? Est-ce qu'on s'imagine un instant un sportif de haut niveau sans coach? Est-ce qu'on imagine un instant une équipe de foot sans entraîneur? Enfin, Ouais. Ok. bah non. Aux États-Unis, au Canada, culturellement, effectivement, quand je monte ma boîte, je prends mon comptable, mon avocat et mon préparateur mental. Je ne prends pas le risque en fait de perdre du temps ou faire des erreurs qui peuvent être évitées. Parce que les erreurs font partie du parcours, évidemment, on fait tous des erreurs, ça c'est clair. Mais si je peux en éviter déjà un paquet, et contrairement à notre culture aujourd'hui, on nous monte du doigt parce qu'on n'a pas réussi tout de suite ce qu'on voulait faire, je crois que le fait de pouvoir se faire accompagner le plus vite possible, c'est au moins pour éviter les dégâts. Qui aujourd'hui ne voudrait pas éviter les dégâts? Enfin, qui aujourd'hui serait capable de dire non, moi je vais attendre les dégâts, ça va bien comme ça? Non, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des déceptions, des déconvenus, il va y avoir des échecs, évidemment. Et c'est sûr aussi que quand on n'est pas préparé, on le prendra évidemment plus lourdement que si on l'est, ou en tout cas si on est bien accompagné. Et le fait aujourd'hui d'avoir un psy, par exemple, même si parfois c'est tabou, moi je ne veux pas dire je veux voir un psy, ça voudrait dire que je suis faible. Ah ben non, enfin moi, enfin, les amis, les gens les plus puissants de ce monde, justement, ont été accompagnés, très bien accompagnés par un psy. C'est une évidence. Quand je dis les grands de ce monde, c'est des présidents, des champions, encore une fois, des grands chefs d'entreprise. Euh,
Je parlais de ce film, pardon, cette série Billionnaire, où on voit ce grand chef d'entreprise qui effectivement est billionnaire, euh, qui a dans le bureau à côté du sien en fait sa psy, qui est là pour les bons moments, pour les plus durs, qui est là pour gérer effectivement sa posture face au personnel, etc. Bref, je crois qu'il y a un moment donné, il faut sortir de cette pensée que si j'ai un psy, c'est parce que j'ai un problème. Et puis les gens qui disent, ouais, oui, mais là j'aimerais bien, mais on verra plus tard. Plus tard, parce que tu as vraiment l'impression que ça peut s'arranger tout seul sans rien changer. Enfin, je veux dire, c'est suicidaire de penser qu'on peut avoir un autre résultat en gardant la même opération. C'est pas possible, c'est Einstein qui disait ça. C'est pas possible. Donc à un moment donné, à quel moment on se fait accompagner? Bah, le plus tôt possible. C'est à quel moment est-ce que je mange bien? À quel moment est-ce que je fais attention à mon sommeil? À quel moment est-ce que, je sais pas moi, à quel moment est-ce que je vais soigner mon gosse s'il a 42 fièvre? J'attends que ça passe? Bah non, le plus tôt possible. Donc c'est pas une question justement d'échéance, c'est une question encore une fois, d'objectif. Parce qu'il y a la performance, et l'idée, encore une fois, il y a des chefs d'entreprise qui ne veulent pas être les meilleurs sur le marché. C'est dommage parce qu'en principe, quand on commence à jouer, c'est pour gagner, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est marrant parce que je relève ça. euh, nos peurs, justement, de l'échec, la peur de ne pas y arriver, fait qu'à un moment donné, on révèle chez nous une somme d'opérations qui vont faire que je veux contrôler, je veux anticiper, enfin, pas prendre trop de risques. Et on commence à jouer pour ne pas perdre. Carrément. Alors que lorsqu'on entreprend, on doit jouer pour gagner. C'est là où c'est important, en fait, de changer son mindset. Parce que jouer pour ne pas perdre, ça n'a jamais fait des champions, ça. Ça n'a jamais fait des gens qui réussissent. Les gens qui ont réussi, ils jouaient pour gagner. Alors le plus important, c'est de participer. Oui, bon, ça va bien ça. Je m'excuse, mais c'est encore une fois, ce ne sont pas des phrases de winner. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut. Mais encore une fois, on peut pas non plus tirer sur les gens qui ne veulent pas une grande réussite. Mais je dirais que d'un point de vue juste sage, être en bonne santé, prendre du plaisir, avoir un bon équilibre, se sentir heureux, épanoui, réalisé. Quel que soit le niveau, on peut se réaliser avec 5 000 francs par mois, ou on peut se réaliser avec 50 000 francs par mois, peu importe la posture. C'est pas le sujet. Mais le plus important, je crois que c'est ça. Mais le bon moment, c'est justement quand je ne suis plus en face de ça. Quand je n'ai plus vraiment d'objectifs. Ou en tout cas, quand je me sens plus capable de les atteindre. Ou pas encore capable de l'atteindre. À quel moment est-ce que je vais chercher de l'aide? Très bonne question. À quel moment j'achète l'aide? Et alors, je ne sais pas si c'est de l'ego ou, mais on sait que l'entrepreneur du coup doit avoir du coup de la résilience. On sait qu'il y a des Ouais. chemins à embûches. On peut tomber, mettre un genou au sol et continuer. Mais du coup, l'échec ou en tout cas l'échec temporaire, est-ce que c'est ça qui doit nous faire passer un cap et se dire qu'on doit se faire accompagner, ou est-ce qu'en fait on est tout simplement dans le déni? Comment on sait vraiment? Parce que Je comment- pense pas que ce soit une question de déni, justement. Je pense que, au contraire, toi, je suis très sympa justement avec ces gens-là qui ne font pas encore quelque chose pour eux. Je dirais qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement coincé entre nos œillères qu'on n'a pas même pas pensé réellement à se faire aider. On est tellement dans le bouillon, on perd tellement la lucidité lorsqu'on est dans ces périodes-là parfois on ne pense même pas vraiment parce qu'on ne sait même pas. Aujourd'hui, Carrément. très clairement, comme je dis, moi je suis un des seuls à faire ce que je fais. Avoir mon background de chef d'entreprise qui est passé ensuite par toute je dirais cette notion de connaissance en psychologie et en accompagnement spécifiquement des entrepreneurs, il n'y a pas des masses. Et ouais, par exemple, moi, je ne suis pas encore très connu. J'aspire à le devenir parce que j'ai vraiment envie que les gens sachent que ça existe Carrément. et qu'il y a des solutions et qu'en très peu de temps, finalement, en quelques mois, on peut vraiment réviser sa posture et voir la vie autrement. Néanmoins, quand on est la tête dans le guidon ou dans ces œillères coincées entre ces œillères, eh bien, en fait, on n'a pas connaissance et on a même cette notion de je ne peux pas faire autrement, j'ai pas le choix. Il faut y aller, tant pis, je souffre et c'est comme ça. Il y a une forme d'auto-sabotage, en fait, hein, très souvent, parce que c'est plus de la méconnaissance ou un manque de connaissance, en tout cas, que de la mauvaise volonté. J'ai avec le pire, parce que je rencontre aussi, sont ces gens qui ont la solution et qui ne la prennent pas par ego, qui ne veulent pas dire qu'ils se sont fait accompagner pour réussir, qu'ils veulent réussir tout seuls. Ces gens-là, je te le donne en mille, ce que ça devient très souvent, moi, ils me rappellent, c'est trop tard. Ah mais là, ça va pas du tout. On aurait peut-être pu gagner du temps, on aurait peut-être pu éviter ton divorce, on aurait peut-être pu éviter tous ces gars qui sont partis de ta boîte, on aurait pu éviter cette chute de chiffre d'affaires, on aurait pu éviter beaucoup de choses.
90% des faillites seraient évitées si le dirigeant était accompagné psychologiquement. 100% des burn-out seraient évités s'il y avait un accompagnement psychologique du dirigeant. Donc à un moment donné, c'est une question de poser les bonnes questions. Et dans cette notion de valeur, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que je vaut vraiment le coup d'investir sur moi? Alors moi, j'aime beaucoup cette comparaison que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait, j'aime bien trouver des métaphores pour imaginer mes Ouais. pensées. Et je dis que aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne manquent pas d'investir autour d'eux. Dans du matériel, justement, dans certains coachings parfois. Enfin bref, peu importe. Et c'est très bien, il faut investir forcément pour tenter de réussir. Mais investir dans sa boîte sans avoir investi sur soi, c'est comme mettre un pneu neuf sur une jante voilée. Tu vois l'image? C'est-à-dire que ma jante, elle est voilée, mais je mets quand même un pneu neuf dessus. Ça fait quoi? Ben, le pneu va être pourri très vite et puis finalement, ça ne roulera jamais. Et je pense que cette notion-là, elle est très importante de se dire, le chef d'entreprise, c'est le moteur de l'entreprise. C'est D'accord. lui le capitaine, c'est lui le guide, c'est lui qui dirige l'entreprise à travers sa stratégie, les moyens qu'il met en face, etc. Si lui n'est pas OK à 100%, si lui n'est pas dans cette forme d'efficience quelque part par rapport à ce qu'il est capable de faire, l'entreprise, elle ne tournera jamais, voire à un moment donné, dans les 3 ans, 4 ans qui vont suivre la création, elle va s'écraser parce qu'il y avait rien qui tenait. Non pas parce que le marché ne le portait pas, parce que le marché il est bon, la preuve, il y a des concurrents qui arrivent. Non pas parce que les salariés étaient nuls, peut-être qu'on a fait les mauvais choix, parce que justement on n'était pas suffisamment lucide, on n'était pas assez exigeant envers les autres, et peut-être trop envers soi-même. Bref, c'est le chef d'entreprise qui est à la fois le chef d'orchestre et le moteur en fait de ces boîtes. Et c'est la psychologie qui guide un homme. La philosophie aussi, évidemment. Mais si la psychologie ne tient pas la route, il n'y a rien qui tiendra la route. Et du coup, comment on sait si on est bien entouré alors? Parce que je t'ai posé la question à l'inverse tout à l'heure, Oui. comment on doit changer d'entourage. Mais en fait, comment on sait qu'on est bien entouré? On le sait par rapport, je dirais, à une chose qui est très pragmatique. Qui j'ai autour de moi? Alors, on parlait de la sensation. Ça, voilà, on va laisser de côté la sensation, effectivement. Comment je me sens, bien ou pas? Si je me sens pas bien, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut pour me sentir bien. Parce que là, c'est logique. Maintenant, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il me faudrait pour me sentir bien? Qu'est-ce qu'il me faut pour monter une boîte? Tiens, est-ce qu'on se pose la question réellement? Je dois construire une entreprise, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher, je sais pas, un charpentier et puis un garagiste? Non, non. Il me faut une fiduciaire, par exemple. Il me faut un avocat, peut-être, etc., etc. Est-ce que dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui gère ma psychologie? C'est la question, je vais te répondre basiquement. Est-ce que dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui gère ma psychologie et qui est compétent pour m'accompagner dans mon parcours d'entrepreneur? Qui va être capable de m'éclairer face à des stratégies que je ne connais peut-être pas, mais en tout cas m'amener à réfléchir à des stratégies, qui va être capable de repérer si mes objectifs sont bien posés ou pas et si j'en suis réellement capable, qui va être capable de repérer si je suis en souffrance ou non dans la posture des dirigeants face par exemple à mes salariés dans ma communication, qui va être capable de me dire comment je pourrais peut-être me poser autrement pour avoir un meilleur équilibre perso-pro dans mon organisation en général. Bref, est-ce que cette personne-là, je l'ai? Je l'ai pas, donc je vais manquer de compétences. Évidemment. Si mon expert comptable me dit qu'il ne sait pas faire les bilans comptables, c'est pas un expert comptable. C'est pas lui qu'il me faut, puisque j'ai besoin qu'il me fasse les bilans comptables. C'est là où c'est important en fait juste de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'autour de moi aujourd'hui, j'ai les compétences qui vont me permettre moi de rester justement dans le travail que je dois faire? Je rappelle, mon métier c'est entrepreneur. Chacun son job. Moi le premier, j'ai un coach sportif, j'ai un psy. Ça peut paraître curieux, mais les psys ont des psys. Je pense que c'est pas mal d'ailleurs. Euh, j'ai des gens qui m'accompagnent dans les stratégies, je paye des gens régulièrement pour m'accompagner dans les stratégies digitales par exemple, etc. Bien sûr, on investit parce que j'ai besoin de ces gens-là qui seront plus compétents que moi par rapport à ce que je dois faire. Et c'est là où c'est important, encore une fois. Sinon, on fait tout par nous-mêmes. Je sais pas, fais ton pain chez toi, répare toi-même, fais ta vidange de voiture, construis ta maison toi-même. Oui, mais tout le monde n'est pas capable de ça, c'est pas vrai. J'ai une dernière question. On comprend l'importance d'être bien entouré. On cette phrase, on l'entend souvent du côté particulier, mais peut-être un peu moins du côté professionnel. Mais est-ce qu'elle est vraie qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes? Oui, Est-ce que du côté professionnel, c'est un peu le cas encore bien ou? sûr. Alors, c'est valable pour tout le monde. Et j'irais peut-être encore plus pour quelqu'un qui a de l'ambition. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, en parlant des gens qui devaient nous entourer, qui devaient être effectivement des gens qui nous encouragent, qui nous élèvent, qui nous inspirent. Encore plus vrai pour un entrepreneur. Je pense qu'il faut pas hésiter à viser justement ces personnes qui sont
peut-être des idoles, des gens qui en tout cas nous inspirent ou nous impressionnent, pour en tout cas s'imprégner de leur attitude, de leur mindset, de ce qu'ils font. Pas pour faire exactement pareil, mais au moins pour emprunter quelques pistes et arriver à se dépasser. On doit être entouré de ces gens-là à la fois qui nous poussent et qui nous tirent. Les gens qui nous retiennent ne nous permettront pas de nous envoler. Donc, c'est très important de se poser encore une fois la question, de regarder les 5 personnes les plus proches de moi. Je la dis très souvent, cette phrase. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si je regarde les 5 personnes les plus proches de moi, il faut que je sois réaliste et très objectif. Est-ce que ça reflète ce que moi je veux devenir? Très souvent, c'est décevant. Je sais que ça pique, ce genre de réflexion, mais ça pique. C'est-à-dire que moi, j'ai des ambitions, je veux réussir, et à côté de moi, j'ai des gens qui, effectivement, vont me retenir. Non, il faut s'entourer des gens qui vont nous pousser, qui vont nous mettre des coups de pied au cul, des gens qui vont nous tirer fort, des gens qui vont nous attirer, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Parce qu'encore une fois, là où je suis aujourd'hui, si je regarde mon objectif comme un rêve, il ne faut pas oublier que le chemin entre les deux s'appelle l'action, s'appelle le changement, s'appelle le risque, s'appelle le dépassement. Donc j'ai besoin de sortir de ça. Je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas guérir dans un milieu qui nous a rendus malades, mais on ne peut pas évoluer dans un milieu qui nous enferme. Donc c'est important, ouais. La leçon d'entourage est très importante. Dans tous les cas, c'est important. Et c'est aussi ce que tu fais toi à travers tes actions, c'est de permettre aux entrepreneurs de voir que l'entourage, dans sa qualité, est important. Pas une question de quantité, c'est dans sa qualité surtout. Merci pour ces mots. Mm. Et avant de finir, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets prochainement? Alors, j'accompagne, comme tu le sais, les dirigeants dans des programmes d'accompagnement spécifiques, puisque c'est assez inédit. Ça s'appelle Zone de pouvoir, mon programme, où effectivement, en 3 mois, je permets, par mon approche, aux dirigeants de prendre une vraie posture, de changer réellement son mental, de sortir de cette zone d'ombre, de brouillard. Et puis, j'anime toutes les semaines, 2 fois par semaine, le Cercle, qui est un groupe collectif où effectivement je romps la solitude entrepreneuriale dans ce groupe d'entrepreneurs que j'anime autour des sujets en fait, du quotidien de l'entrepreneur. On parle effectivement de tous les sujets. On imagine bien que 2 fois par semaine, en plus de ça, ça nourrit pas mal les débats. Et là, très prochainement, effectivement, je vais un peu plus loin. C'est un petit peu je dirais la consécration finalement de mon parcours. Je suis en train de créer la première université de haute performance entrepreneuriale qui va être pas une école. L'idée, c'est pas une école, c'est une institution que je suis en train de créer où les entrepreneurs vont pouvoir s'inscrire par trimestre et venir prendre des cours physiques, donc physiquement, sur 5 matières différentes, soit la psychologie du succès, que ce soit la stratégie entrepreneuriale, tout ce qui est communication management, tout ce qui est marketing et réseaux sociaux, tout ce qui est droit, ressources humaines et fiscalité. L'idée, c'est de les upgrader vraiment, puisque, comme je disais tout à l'heure, ils sont dans leurs œillères, dans leur activité, ils n'ont plus le temps de prendre soin d'eux, ils n'ont plus le temps d'évoluer, ils n'ont plus le temps d'apprendre, finalement, à part quelques coachings par-ci, par-là, parce que ça en fait partie du jeu. L'idée à travers cette université, c'est que je défragmente, je dirais, l'apprentissage continu de l'entrepreneur dans un cercle, alors plus que bienveillant, parce qu'on travaille évidemment sur la performance entrepreneuriale à travers la connaissance, mais aussi ce cercle que je crée autour des entrepreneurs qui vont pouvoir retrouver une forme finalement d'institution universitaire avec des événements qui vont permettre de faire grimper leur niveau et dans tous les sens du terme, que ce soit personnel ou professionnel. Eh bien, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci à toi.